Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce sprint 50 Easy Mesure qui a commencé le 7 mai et qui se termine aujourd'hui le 22 juin 2021. Le thème du sprint, c'est Easy HLM. Donc, c'est Xavier qui va nous parler de cette interface qui est nouvelle. Le sprint précédent était dédié à NPWall. Donc, c'est sur le même serveur, mais c'est des données différentes. Le sommaire de la sprint, comme d'habitude, les grandes sections, la communication, analogiste avec pas mal de choses qui seront détaillées par Fred, et puis des actions sur analogiste dont va nous parler Steven. Les gens de la production ne sont pas là, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait, donc c'est moi qui en parlerai. On abordera donc la section Z-Meta avec ZHLM. Et puis on terminera sur ce qu'on a fait sur EasyMesure. Donc je laisserai la parole à Benoît qui nous racontera son stage qui vient de se terminer aujourd'hui et pour lequel il a soutenu avec brio tout à l'heure. Ensuite, on parlera rapidement du chargement de données des archives ouvertes de l'île OAR. Et puis, Steven parlera de la commande EasyMesure Admin. Fred parlera des nouveaux tableaux de reporting et nouveaux tableaux de bord. Et puis on terminera avec ReadMetrics et Thomas nous parlera de notre collaboration avec EOSCUP. Voilà. En termes de communication, donc on a eu 4 nouvelles installations au cours de ce sprint, en Allemagne, en Algérie, en France, on a même fait un support avec la Nouvelle-Zélande, là j'ai pas noté. J'ai reçu le message ce matin en disant que ça avait marché. On a fait 6 rendez-vous, mais Fred en reparlera parce qu'en fait maintenant ça rentre dans les supports mutualisés. Ça a donné lieu à plus de 9 heures consacrées au support, hein, que ce soit les supports mutualisés et les supports un peu plus personnalisés. On n'a pas eu de feedback. Une fois de plus, sur ce sprint, on a encore eu un nombre important d'inscrits sur EasyMesure, puisqu'on en a eu 17, ce qui nous amène au total de 469 utilisateurs. Et puis Fred va détailler un petit peu sur le bilan des supports mutualisés. Oui, donc comme disait Dominique, par rapport aux 9 heures donc, de support, il y a eu 6 heures qui ont été consacrées aux nouveaux supports mutualisés qui sont animés par Thomas et moi-même pour la période du 3 mai au 21 juin, avec 35 participants et 19 établissements partenaires EasyMesure. Et dans la deuxième slide, les thèmes qui ont été abordés, c'est l'analyse de plateforme, le traitement avec EasyLogger, les tests avec EasyLogger, la certification H. Alors là, on voit plus du tout les slides. Oui, parce que j'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Vas-y, tu peux reprendre. Alors, donc les thèmes, c'était analyse de plateforme EasyLogger, la certification H et P dans Analogist, la mise en place du reporting, donc c'était le support de lundi, avec des tableaux de bord génériques qui ont été chargés pour les participants. Donc voilà. Donc il reste encore un support au début juillet, on en parlera à la fin de la sprint review. Je pense qu'il faudrait réduire le truc qui est la mouche là qui est en plein milieu de l'écran. Vous partagez votre écran. Merci. Comme ça, c'est bon. Ouais, super. Ok. Donc du coup, j'enchaîne en disant qu'on a soumis 2 articles au GIRES. Donc les GIRES, c'est ce congrès en fait, donc les journées réseau organisées au niveau ESR qui rassemble tous les informaticiens de l'ESR. Donc qui est un très bon canal pour parler des projets au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, et en particulier des informaticiens des universités. Suite au Covid, les GIRES avaient été repoussés. Et donc du coup ils n'ont pas lieu cette année, mais ils auront lieu l'année prochaine.
ils n'avaient pas eu beaucoup de soumissions, donc ils ont fait des relances par rapport aux soumissions d'articles. Ces relances, comme on avait parlé la dernière fois des open badges et puis de la collaboration qu'on avait pu obtenir avec les open badges, cette fois-ci, on a soumis 2 articles, un pour notre mise en place de l'hébergement du miroir Run Paywall, dont nous a déjà parlé souvent Léo, et puis un autre sur le déploiement de Readmetrics, parce qu'on voudrait faire connaître Readmetrics et la façon dont on gère ça pour déployer nos outils. Voilà. Donc, on sera peut-être retenu pour aucun, peut-être pour un, peut-être pour les deux. On aura la réponse en juillet. Voilà, et on passe à Analogist. Oui, donc avec les chiffres des parseurs, donc on a actuellement 378 parseurs intégrés dans EasyParse et on en a 205 qui sont utilisés par les partenaires ESR, les partenaires d'EasyMesure. Un petit rappel pour donc préciser que on retraite donc tous les logs de l'année en cours de janvier à juin à partir du mois de juillet. Donc on va le faire prochainement avec l'équipe eProd pour BIP CNRS. Donc on vous invite à le faire aussi également dans vos établissements, donc de retraiter vos logs pour pouvoir bénéficier donc des mises à jour de parseurs que nous évoquons à chaque sprint review. Et justement, donc la mise à jour des parseurs, c'est la prochaine diapo. Ah non, à chaque fois je vais trop vite. Donc c'est toujours les métriques et les métriques EasyMesure. Donc avec donc les 205 parseurs qui représentent 205 plateformes dans EasyMesure, 78 millions d'événements de consultation qui ont été chargés depuis le 1er janvier 2021 au 16 juin. On voit que la plateforme la plus consultée dans EasyMesure, c'est la plateforme Istex. Ensuite, c'est NCBA, Cyberlibris, en 4e position Kern. Et puis on a un nouveau, c'est Lille Open Archive qui rentre en 5e position dans EasyMesure. Et puis la 6e, c'est Dalloz. Et donc pour justement les journées parseurs, donc une journée parseur à chaque sprint review, celle-là est un peu particulière puisqu'on est en collaboration avec l'éditeur EDP Science et on a revu complètement le parseur. Dans la diapo suivante, on voit que l'éditeur nous a fourni toutes les URL de consultation, toutes les URL des accès de sa plateforme accès au texte plein. Et donc, on a vérifié la concordance du parseur EDP Science dans EasyParse avec les URL donc, qui étaient fournies. Et donc, ça a suscité aussi, c'est Yannick qui a travaillé dessus, et ça a suscité une mise à jour donc à la fois des plateformes dans EasyParse et de la version d'EasyParse. Donc, on passe à une version 3.6.5. Donc, si vous voulez bénéficier des mises à jour de EDP Science, il faudra penser aussi à mettre à jour votre EasyParse en local. Alors, un travail qui a été fait pendant ce sprint, c'est un travail de certification H. Donc, la certification H, je rappelle, c'est la mise en conformité donc des parseurs qui ont été testés manuellement dans EasyLogger dans notre cas pour le CNRS, c'est moi qui ai fait les contrôles, mais en établissement, ça peut être tous nos collègues qui sont partenaires dans EasyParse et EasyMesure, qui peuvent également faire ces tests, donc tester. La règle en fait pour cette certification H, c'est d'avoir au moins 95% d'identifiants de type ISSN et titre de publication dans le total des accès. Donc le résultat pour le CNRS en 2020, donc on a 2 869 000 accès articles HTML PDF en 2020, et sur ces 2 869 000, on a 4 482 000 accès des articles HTML PDF pour 19 plateformes certifiées H. Donc ça représente quand même un bon chiffre, 86% des accès réussis. Voilà, donc ce travail a été fait avec l'aide d'un tableau de certification H qu'on a mis en place. Ce sont des nouveaux modèles qui ont fait l'objet d'un article de blog, et donc si vous voulez bénéficier de ce modèle de tableau de bord, vous
pouvez toujours contacter l'équipe EasyTeam pour avoir le chargement de ce tableau dans votre espace EasyMesure. Et puis Steven et Yannick ont aussi intégré toutes les pull requests qui sont faits par notre partenaire OCLC, donc Karen et je ne sais plus son prénom, c'est Sean, qui travaille donc aux États-Unis sur la mise à jour de parseurs qui sont parfois existants déjà dans EasyParse et des nouveaux parseurs, des nouvelles plateformes. Donc je ne vais pas vous faire le détail, mais depuis de janvier à mai, il y a eu beaucoup de pull requests qui ont été validés. Voilà, c'est un gros travail de vérification, de mise en conformité des analyses et des parseurs faits par Steven et Yannick. Et je laisse la parole à Steven, justement. Oui. Donc, je pense que vous avez certainement vu que ça bougeait au niveau d'analogistes et des parseurs. Donc, c'est dû à la collaboration avec OCLC. Donc, ils créent des parseurs basés sur des analyses que eux ajoutent analogistes. Et on avait aussi remarqué, fut un temps, que des analyses avaient été remplacées ou supprimées, chose qu'il faut éviter au maximum. Donc on a décidé de mettre en place un historique qui est consultable que par l'équipe, donc que par l'administration d'analogistes, qui permet en fait de pouvoir aller voir l'historique des analyses. Donc l'historique était déjà présent, mais on n'avait pas d'interface pour le consulter. Et donc on peut remplacer une analyse qui a été modifiée par une analyse historique. Via ce nouveau bouton et cette nouvelle interface. Donc ça permet de pouvoir conserver les historiques proprement, on va dire. Donc suite à ça, on peut aller à la slide suivante. Donc on a fait aussi des correctifs. Donc pour ceux qui l'avaient peut-être remarqué, quand on actualisait la page, on perdait le bouton éditer et supprimer sur une analyse. Donc c'était dû à l'authentification. Donc le souci a été corrigé. On avait une erreur 400 de Trello, donc qui est une mauvaise requête, qui était déguisée en une erreur 500, donc une erreur serveur sur Analogist. Donc ça arrivait au moment de l'accès à une plateforme qui n'existait pas. On a eu aussi un petit souci d'affichage qui était dû à l'extension Click and Read, puisque l'extension Click and Read va ajouter un lien hypertexte dès qu'elle va détecter un DOI. Et les liens hypertextes sur Analogist sont écrits en rouge, et le petit badge pour afficher le Unit ID ou le DOI est en rouge, donc du rouge sur du rouge, on voyait pas grand chose. Donc on a corrigé ça pour bien afficher le texte en blanc. Et on en a aussi profité pour rajouter, lorsqu'il y avait un DOI dans une analyse, pour renvoyer sur le domaine dx.doi.org pour avoir des informations. Et ça n'empiète pas du tout sur l'extension Click and Read qui fait le même comportement. Donc on peut toujours utiliser l'extension Click and Read. Pendant cette sprint, on s'est posé la question de ce qu'il faudrait faire des badges, puisqu'ils sont là depuis 2018. Donc ça va faire environ 3 ans qu'ils sont présents sur Analogist. Donc c'était dans le but de faire participer les personnes, enfin les gens aux analyses, de rendre ça plus ludique. Et ça servait aussi pour les formations sur Analogist, pour avoir à peu près une donnée d'usage, enfin une donnée numéraire des gens qui participaient aux formations. Donc l'effet de nouveauté a disparu. Donc il y a peu d'attrait pour les open badges. Voilà, il n'y a aucun des autres projets à l'INIST qui ont intégré les open badges, malgré un concept assez intéressant. Et on a potentiellement d'autres moyens à utiliser pour quantifier les usages d'analogistes. Et donc cette extinction des badges serait faite par l'arrêt du serveur des open badges et le retrait de tout ce qui est interface et affichage dans Analogist. On peut passer à la slide d'après. Donc le bilan pour les badges, donc on est à 185 badges émis pour 136 bénéficiaires, donc ça va être les personnes qui ont participé à la création de parseurs, de middleware, aux analyses, ce qui représente plus ou moins 68 organismes, et ce qui correspond finalement au nombre de partenaires qu'on a dans EasyMesure.
Sur ces 185 badges, on peut voir que principalement c'est 94 badges correspondant aux équipes EasyParse EasyMesure qui ont été émis, et beaucoup de badges analyse bronze qui étaient, donc les analystes c'est pour les badges analystes c'était pour la création d'analyses d'un analogiste, et les badges contributeurs c'était le développement de parseurs et de middleware. Peut-être sur les badges, on peut rajouter que l'effet, le fait de plus faire de formation en présentiel a aussi une influence sur l'intérêt du dispositif. Jusqu'à il y a 2 ans, on assurait des formations en présentiel pour embarquer les collègues dans l'idée que c'était bien de participer aux analyses de plateforme parce que c'est un procédé collaboratif et qu'on le voulait comme tel. Et le fait de délivrer des badges, notamment le badge analyse bronze dès la première analyse, ça permettait d'embarquer tout de suite les collègues dans ce dispositif-là et de concrétiser ce premier investissement de temps, d'avoir participé à l'atelier et d'avoir fait pendant un TP une analyse pour une plateforme. Ça faisait une sorte de point d'accroche, quoi, en disant voilà, vous êtes maintenant officiellement dans le dispositif. Et on se rend compte que cet aspect-là des choses, il est passé un peu en retrait avec la dématérialisation, nos relations avec la communauté depuis un peu plus d'1 an maintenant, et que du coup le dispositif de badge se trouve un peu flottant au-dessus de ça, sans avoir plus vraiment d'incarnation comme c'était le cas jusqu'à présent. Et puis maintenant, après 3 ans d'usage de ce dispositif d'engagement, on se rend compte que c'est peut-être plus si nécessaire que ça. Arrivé au point où on en est, c'est-à-dire ce que Fred vous exposait tout à l'heure, là, le nombre de parseurs qu'on a à disposition actuellement rend aussi peut-être moins brûlante la question de créer des nouvelles plateformes à analyser régulièrement, comme ça a été le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, on a plutôt une base de parseurs à maintenir, à tenir à jour. Et les nouvelles plateformes, les nouvelles analyses de plateformes sont plutôt plus rares. Et les plateformes, la plupart des nouvelles plateformes, c'est plutôt nos collègues nos partenaires d'OCLC qui s'en chargent pour des plateformes auxquelles nous, c'est-à-dire l'ESR français, est assez peu abonné. C'est des plateformes qu'on connaissait pas ou auxquelles les établissements de l'ESR ne s'abonnent de toute façon pas. Du coup, la charge de la création de nouvelles plateformes a plutôt été déportée notamment auprès des collègues américains ces derniers mois. Voilà un peu tous les éléments qui nous poussent à mettre le dispositif de badge entre parenthèses, à l'arrêter doucement et à le déscotcher d'analogistes, disons. Et puis ce qu'on peut préciser... Ouais. Je peux compléter aussi en disant que tout ça, ça a quand même un coût, c'est-à-dire qu'il y a un coût de maintenance, d'entretien, etc., qu'on est une petite équipe, donc il y a un coût à la fois en temps, parce qu'il faut vérifier que tout marche bien et tout ça, on n'est pas à l'abri de failles à mettre à jour, etc., donc c'est du temps qu'on devrait consacrer à ça, qui n'est plus forcément justifié. Et puis l'autre coût, c'est le coût d'abonnement aussi, parce on est abonné à une forge d'Open Badge, parce que les Open Badge, je vous rappelle qu'ils sont cuits, et donc on est abonné à cette forge. Et on a aussi, je pense que les Open Badge, ils ont rempli leur job, c'est-à-dire qu'on s'en est aussi servi pour bien identifier, bien faire ressortir le rôle des correspondants aussi EasyParse, EasyMesure, et maintenant c'est bien clair dans le paysage. Donc les Open Badge, on les a utilisés, ils ont fait leur job. Je pense que maintenant on peut s'en passer. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement ça pourrait revenir, mais pour l'instant on suspend ça. Ça nous évite en fait un coût en fait, et puis éventuellement une dette technique qui surviendrait au fur et à mesure des années. Voilà. Alors Fred, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, je voulais compléter avec le fait qu'aussi on a mis en place les supports mutualisés, qu'on se rend compte de l'attrait, de besoin de formation des utilisateurs. Donc le retour des utilisateurs et des correspondants, on l'a par le biais justement de la réactivité au niveau des inscriptions à ces supports et à ces formations.
Et donc, c'est ce qu'on a quantifié au début avec les chiffres qu'on a montrés par rapport au premier support qu'on a mis en place et les retours, l'efficacité des retours qu'on a pu avoir des utilisateurs qu'on n'avait pas forcément dans les open batch. Voilà. C'est une question qui est revenue aussi suite à avec lequel, enfin, c'est pour ça qu'on a aussi réfléchi au fait qu'on s'est posé la question si on devait continuer ou pas les open batch, parce qu'on attendait des retours et qu'on n'avait pas forcément à ce niveau-là. Donc on aborde la partie production, donc je vais prendre la parole pour mes collègues. Donc la production, même s'ils sont pas là, hein, ils travaillent quand même pour nous. Ça consiste bien sûr à vérifier les traitements quotidiens, donc la gestion des flux. En tâche de fond, ils ont travaillé à une transformation du modèle d'archivage des fichiers. Donc c'est pour prévenir les schools, parce qu'en fait au fur et à mesure des traitements, donc on garde les résultats des traitements, on les stocke sur disque. Et donc c'est un volume qui va en augmentation, et donc pour prévenir le fait que certains disques soient pleins, il y a une rotation qui est prévue sur des disques qui restent accessibles, mais qui sont moins rapides. Ils ont mis aussi en place la machine de prod pour The Wall. Donc là, ça y est, elle est en place. Et puis, un fait notable aussi, c'est qu'on a tous suivi une formation commune. Donc commune aux développeurs, aux gens de la prod, et puis aux gens de l'infra. Donc cette formation Docker Kubernetes s'est déroulée du 9 au 11 juin. Elle a été relativement positive de plein de points de vue, aussi bien au niveau technique qu'au niveau des problématiques métiers. En fait, ça a permis de mettre en avant les problématiques métiers, sachant que il est apparu qu'on devait mener un projet de transformation. Donc pour passer du déploiement traditionnel, là on est déjà allé jusqu'à l'époque la virtualisation des machines, hein. On a des machines virtuelles qui nous permettent d'installer les applicatifs, et puis on a pas mal dockerisé tout ça, donc on est dans du déploiement de containers, sauf que il faut pour profiter pleinement des apports de toute cette technologie, il y a quand même pas mal de remises en question des pratiques métiers et des interactions entre les métiers. Donc cette formation a été assez positive, sachant qu'à long terme, l'objectif c'est d'être cloud compatible. Et donc le gros outil pour ça s'appelle Kubernetes. Voilà, donc formation très positive qui donnera lieu, je pense, à des remontées au niveau du CODIR. Voilà, et on aborde la section EZ-Meta, donc le cœur du sprint, et je vais laisser la parole à Xavier qui va nous parler de tout ça. Et oui, bonjour tout le monde, et donc voilà, on est parti pour prendre des nouvelles du projet Etacol HLM, et donc on en parle depuis la Sprint Review 46 de janvier, où j'avais fait une première présentation du test, en fait, d'un prototype, et le projet s'est poursuivi donc en tâche de fond. Petit rappel, donc le Etacol HLM, ça vient d'un contexte précis qui est que l'INIST ne dispose plus de système de gestion des ressources électroniques depuis 2019 et que l'outil de signalement qui lui est conservé, HLM, montre vite ses limites dès qu'il faut visualiser l'état des collections, dès qu'il faut fouiller dans les métadonnées, vérifier que les choses sont bien cohérentes au niveau de notre offre, et enfin extraire des listes de titres, qu'elles soient larges ou qu'elles soient ciblées. Et donc pour les 10 agents des équipes BIP-CNRS qui sont amenés à travailler sur cette matière, les métadonnées de signalement, bien, il avait le besoin de trouver une solution. Donc à l'heure actuelle, on travaille sur 2 sources de données en même temps, les sauvegardes manuelles qu'on obtient depuis HLM, la solution d'EBSCO, et une autre source qui est en test encore à l'heure actuelle, qui est l'API d'EBSCO qui s'appelle HoldingsIQ, à partir de laquelle on peut extraire le même volume d'informations, mais de façon automatisée cette fois. Et donc sur la slide suivante, on va voir que la première info qui s'est passée, c'est que le projet a changé de nom. Aujourd'hui, on appelle ce projet EasyHLM. Ça a été voté, on va dire, collectivement par les commanditaires du projet, donc l'équipe de négociation de l'INIST,
nous sommes 4. Et donc EasyHLM, non seulement ça se prononce très facilement, et surtout ça vient s'inscrire de façon cohérente dans tout l'écosystème EasyParse, EasyMesure, EasyMeta, mais on est surtout sur EasyMeta évidemment, mais voilà, on s'inscrit dans la galaxie. Donc slide suivante, ce qui a été mis en place aussi dernièrement, slide suivante, ouais. Donc on a un peu mieux cloisonné les choses dans cet environnement EasyHLM. Donc autrefois, en fait, tout était réuni au même endroit, que ce soit l'index lié aux sauvegardes manuelles EasyHLM1 ou l'index lié aux données de l'API EasyHLM2, tout était au même endroit, et les tableaux d'un index, les tableaux de l'autre. Et pour être un peu plus au clair, il a été décidé de séparer l'instance en 2 espaces, donc un espace users et un espace admin. L'espace users, il est destiné à accueillir tout ce qui est livré, propre, ou en tout cas plutôt bien carré. Et donc à l'heure actuelle, c'est tout ce qui concerne l'index qui provient des sauvegardes en format CSV. Dans l'espace admin, donc il y a en tant qu'utilisateur, là du coup super utilisateur, il n'y a que moi. C'est là où ont lieu les tests, la construction de nouveaux tableaux, de nouvelles visualisations, les choses pas encore tout à fait propres, à la différence de users où là on est les 10 utilisateurs en même temps qui avons accès au tableau de bord et aux visualisations. Donc aujourd'hui on est encore sur un mix de 2 sources de données, mais à terme, demain, on devrait avoir uniquement que l'index de l'API Holdings IQ, et ce sera encore plus clair au niveau visuel. Voilà. Donc en résumé, on est passé dans une logique un peu développement, production, et ça permettra à tout le monde d'être à peu près au clair et que rien ne soit mélangé, qu'il n'y ait pas du sale avec du propre. La slide suivante va montrer qu'il y a eu des retouches assez importantes qui ont été faites dans la configuration du Kibana d'EasyHLM pour permettre des fonctionnalités intéressantes, on va le voir. La première fonction, c'est une fonction qui permet d'augmenter le plafond. On a augmenté le plafond de cette fonction pour rendre ce qu'on appelle les facettes, les visualisations qui servent à faire des sélections multiples, à les rendre fonctionnelles, parce que à l'origine, par défaut, ces visualisations-là ne prenaient que les 10 000 premières lignes, on parle en ligne, 10 000 premières lignes de l'index. Or, notre index comporte plus de 4 millions de lignes, et donc Dominique a monté d'emblée le plafond à 5 millions pour que ça puisse tout absorber et tout suggérer. C'est pour ça qu'on voit en bas l'exemple, on avait un message d'erreur, on ne voyait qu'un seul fond dans la sélection multiple des fonds, mais après le passage à 5 millions, eh bien, quand on déplie la liste déroulante, on a bien l'intégralité des fonds suggérés, parce que l'outil a bien brassé les 4 millions et quelques de lignes. Et ça c'est beaucoup plus pratique, on va le voir. Et la deuxième fonction, c'est sur l'extraction de listes, en fait, de listes de titres. En CSV, on est passé de 10 mégabits à 100 mégabits, et c'est beaucoup plus confortable parce que, à titre en ordre de grandeur, 100 mégabits, c'est grosso modo un fond entier, par exemple INSB, ou tous les périodiques de l'ensemble des 10 fonds documentaires. Donc voilà, ça nous laisse de la marge. On va s'approcher de plus en plus des tableaux de bord en eux-mêmes, et donc cette fois on est dans l'espace utilisateur et on voit qu'il y a eu de l'affinage de menées au niveau des tableaux de bord pour notamment le faire un peu mincir, en tout cas le densifier un petit peu. En effet, il y a eu, on a gardé la logique de pyramide inversée, mais en ayant une base beaucoup plus large en haut, en concentrant au maximum l'essentiel en haut. J'ai pu faire ça en envoyant des choses qui étaient dans l'entête, en les renvoyant tout en bas, notamment des logos, notamment des aspects de présentation et de formation, de documentation. Vraiment, l'essentiel est en haut, la cabine de pilotage, et
Donc voilà, ce qui a permis un gain de c'est 25% moins long, voire même moitié moins long si on s'en tient juste à ce qui est visualisation de données. Et ça a permis d'introduire en plus des nouvelles choses. Finalement, c'est moins long, mais il y en a quand même plus. Au niveau de l'accès, on a accès à plus de détails, on peut naviguer plus facilement et rechercher avec de plus en plus de manières. On peut mieux savoir ce qu'on fait et avec quoi. C'est la slide suivante qui va vous le montrer. On va faire un petit passage en revue de mon Easy HLM, comme dirait Renaud. Donc voilà, de manière générale, il y a des infobulles partout, il y a des petits graphes qui permettent de faire des switches entre des données et des autres. Voici ce dont je vous parlais à l'instant, les sélecteurs, les facettes qui permettent de faire des choix multiples. Là, j'ai sélectionné 3 fonds documentaires, 3 espaces différents. Je restreins au périodique. On voit que tout s'actualise en temps réel. Et donc voilà, on passe de la cabine de pilotage, on descend vers des choses un petit peu plus fines déjà. On va exclure, inclure différents bouquets, différents éditeurs. On peut trier évidemment sur les différentes variables qui sont présentées. Voilà, là j'ai restreint à un seul bouquet dans lequel il y a les 3 espaces qui ont été présélectionnés au départ. Et on va accéder à un focus titre de premier niveau très général. Puis on va descendre, plus on va descendre, plus on va accéder à du détail, des listes plus riches en colonnes. Et quand on clique sur les petits chevrons en début de ligne, on a accès vraiment à l'ensemble des métadonnées disponibles dans l'index. Ça ne veut pas dire qu'elles soient toutes intéressantes, mais en tout cas, si on veut accéder à du détail, c'est possible, on n'est pas du tout limité. Et une pagination assez large de 50 items, parce que sur certains bouquets, il y a plusieurs centaines de titres. Et donc vraiment le bas du tableau de bord, il est consacré à savoir à quoi ça sert ce tableau, une présentation, des aspects de formation, de documentation, et pour les plus fous furieux d'entre nous, il y a vraiment des panneaux réservés à des explications avancées pour en savoir plus si besoin. Donc voilà pour cette découverte du tableau de bord de référence Easy HLM. Il y en a d'autres, mais celui-là, on va dire, c'est la colonne vertébrale. Et donc sur la slide suivante, on va passer à l'autre hémisphère, on va dire, du projet, qui est la partie en test avec l'API Holdings IQ. Donc ce qui est bien, c'est que EBSCO met à disposition de façon libre la documentation de l'API, et ça nous a permis de faire avec Léo une table de correspondance assez très, très facilement, parce que vraiment l'accès aux données est très différent. Il fallait faire aligner les choses les unes avec les autres. Donc on voit sur la gauche une capture d'écran du site d'EBSCO, où donc la doc elle est faite sous OpenAPI, et pour info, donc Yannick, ici présent, vous concocte une doc similaire pour l'API EasyMeasure. Il vous en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, on avait des nomenclatures quand même très différentes dans certains cas. Il fallait réussir à faire matcher tout ça. Alors, bon, on y est parvenu assez facilement. Constat quand même, on a gagné quelques champs qu'il n'y avait pas dans les extractions manuelles. Par exemple, Access Type, qui nous permet de savoir si la ressource elle est en accès gratuit ou en accès payant. Ça, c'est super intéressant. Et aussi les données de fournisseurs qui n'étaient pas présentes non plus. Et donc ça, c'est des choses qu'on va utiliser très avidement. Et en revanche, il y a quelques informations qui disparaissent, mais fort heureusement, elles étaient très très mineures quant à elles. On ne s'en servait pas, on ne s'en serait sans doute jamais servi. Donc le bénéfice, il est assez clair. Dernière slide de cette présentation pour vous dire que ce test, il marche. Il marche, oui, mais il marche un petit peu au pas, parce que l'API de test qui nous a été mise à disposition, elle est assez lente, à raison de 20 secondes par ligne, si je ne dis pas de bêtises, Léo. Mais cela dit, notre table de correspondance, elle marche, tout c'est OK, ça s'aligne bien. On peut créer des tableaux similaires au tableau qu'on a passé en revue tout à l'heure avec ce deuxième index. C'est tout à fait, ça le fait totalement. Et donc POC validé. Et la direction appuie ce projet, ce qui fait qu'on s'oriente à l'heure actuelle vers un abonnement à l'API, parce que c'est une API sous abonnement.
et ce serait donc un abonnement en lecture seule dans un premier temps, des fois pour vraiment prendre nos marques, et après on verra si ça vaut la peine d'évoluer vers également un accès en écriture pour remodifier par la suite, mais pour l'instant on fait les choses pas à pas. Et donc, je vais conclure cette présentation en remerciant beaucoup l'équipe pour assurer toute cette base technique sur ce projet qui nous est hyper utile. Et d'après les premiers retours des collègues, ça laisse entendre que l'outil apporte satisfaction, et on devrait avoir des retours supplémentaires bientôt, puisque j'ai étendu hier la base des utilisateurs. Donc, on est passé de 4, le noyau dur des négociateurs, à nous 10 des différentes équipes BIP-CNRS. Donc, le tableau va être présenté et on en saura plus sur la réception du produit. Très bonne journée. Ok, merci Xavier. On est toujours très content de faire plaisir aux utilisateurs et puis de voir que les utilisateurs sont contents. Et ben, c'est Léo qui enchaîne avec toujours sur ce même cluster EZN Paywall. Oui, donc après EZHLM, donc cette fois on va parler de EZN Paywall avec une nouvelle fonctionnalité qui est l'ajout des clés d'API. Donc on le sait déjà, EZN Paywall il est très utile et il va être très utilisé avec EasyParse, il y a Click and Read et aussi pour les enrichissements. Donc il a fallu sécuriser l'ensemble du serveur pour ces différents usages. Donc pour cela, on utilise 2 groupes de clés d'API. Donc on en a un pour les utilisateurs et on en a un autre pour les administrateurs. Donc comme le montre ce schéma, les utilisateurs auront une clé d'API qui vont leur permettre de requêter sur l'API en GraphQL, mais également de faire des enrichissements via l'interface. Et donc on a un autre groupe de clés d'API qui va être réservé aux administrateurs, qui va essentiellement être utilisé pour la gestion des mises à jour. Et en plus de ça, donc on a travaillé sur des tests sur la commande des élus, donc pour faciliter le maintien du développement. Donc la commande du ZD, pour rappel, elle va être utilisée par la production pour gérer justement les mises à jour de Paywall. Et donc comme pour EZN Paywall, donc on a les tests, et le fait d'avoir ces tests, ça va permettre de faciliter le maintien du code. Donc sur le GIF que j'ai mis sur cette diapositive, on peut voir à gauche donc le serveur EZN Paywall avec ses logs, et donc on voit à droite les tests qui sont exécutés par la commande. Et donc vu que la commande fait des appels HTTP sur EZN Paywall, on peut observer justement les logs qui apparaissent à gauche sur le serveur. Donc on peut surveiller à la fois le serveur EZN Paywall via les tests de la commande, mais aussi vérifier le bon fonctionnement de la commande. Diapo suivante si possible. Ok, alors attends, parce que visiblement ça marche pas là. Voilà, ah, pardon, ça va. C'est un petit peu long en fait. Et donc en dernier point sur EZN Paywall, donc on va parler de Gatling, donc on continue encore de travailler avec cet outil. Donc pour rappel, actuellement on a déjà des scénarios pour tester l'API GraphQL de EZN Paywall, sachant qu'avec les scénarios qu'on a fait, on n'a pas réussi à faire tomber le serveur ni le cluster EZMeta, puisque le serveur tient bien la charge lorsqu'on fait des requêtes sur les données Paywall. Mais maintenant ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça va tenir dans le cas où on va faire des agrégations. Donc pour rappel, les agrégations, c'est des requêtes qui sont très longues pour obtenir des métriques, et donc elles sont très coûteuses, puisque actuellement les données de Paywall, ça regroupe plus de 130 millions de données. Donc les scénarios, ils sont déjà réalisés, donc on va effectuer des tests au cours de la prochaine sprint, donc on va envoyer des agrégations par Gatling afin de stresser encore plus ZMeta, potentiellement trouver ses limites, et savoir quelle est la meilleure configuration pour l'API en GraphQL, et pour faire des agrégations. Ok, donc merci Léo. Donc on passe à la section Easy Mesure. Donc toutes les évolutions qu'on fait sur Easy Mesure. Et pour le premier point, en fait, je vais passer la main à Benoît, donc qui va nous faire un petit bilan de son stage qui se termine aujourd'hui, puisqu'il vient de soutenir tout à l'heure avec brio son stage. Donc Benoît, je te passe la main. Merci. Bonjour à tous. Donc je vais faire un rapide rappel de mon stage justement et où est-ce qu'il s'est situé.
justement, donc en me basant sur le schéma que vous pouvez voir en haut à droite. Donc avant mon stage, en fait, un administrateur de portail avait donc accès à ces tableaux de bord sur Kibana. Kibana qui requêtait donc sur Elasticsearch. Et dans le service reporting, à travers un accès par authentification, donc la technologie Puppeteer du coup permettait de réaliser une capture d'écran de la page et de générer du coup un PDF à partir de là, qui était envoyé par mail justement de manière périodique. Le souci par rapport à ça, c'était justement que les tableaux de bord en fait, de Kibana, lorsqu'ils passaient en capture d'écran et en PDF, les PDF du coup étaient très peu flexibles au niveau de l'orientation et le rendu visuel n'était pas satisfaisant. D'où l'intérêt justement de mon stage qui avait pour but justement de régler, d'améliorer en fait tout simplement le service reporting et les rapports PDF. Donc pour ce faire, je me suis donc basé sur la création d'une page de rapport qui, elle, ne récupère plus les données à partir des tableaux de bord Kibana, donc, mais directement sur Elasticsearch. Donc ça, c'est vraiment l'objectif final. Et toujours avec l'utilisation de Puppeteer, du coup, on peut effectuer une capture d'écran et générer un PDF à partir de là. Donc, mon stage a été concluant. Tout d'abord, j'ai pu faire valider en fait l'intérêt de l'usage de WSL2, donc Windows Subsystem for Linux en version 2, donc c'est Linux sous Windows directement, justement pour des noms purs linuxiens et aussi justement des stagiaires comme moi qui sont là pour une courte durée, donc c'est assez facile à mettre en place et donc ça a été très pratique et concluant. Je me suis basé du coup aussi sur le modèle du POC, du coup de la preuve de concept en procédant étape par étape et en remontant petit à petit la source des données. Donc je me suis notamment basé sur au départ des données précises pour développer justement mon code. Ce code justement est présent dans une branche GitHub du service reporting EasyMeasure, donc dans la branche Reporting Vega, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Et du coup, j'ai créé une page HTML dans laquelle plusieurs pages HTML dans lesquelles j'ai pu intégrer le système de templating pour créer des modèles justement de rapports, donc en l'occurrence Ninjux. Et à partir de là, donc j'ai pu ensuite terminer par créer un PDF de cette page. Maîtriser les sauts de page également, PDF, donc avec justement la directive CSS Page Break After, comme on peut le voir dans la capture. Et donc j'ai pu terminer par générer en fait un mail, donc en local pour l'instant, qui contient justement le rapport PDF qu'on a créé juste avant, donc vous pouvez en observer 2 pages en bas à droite. Ok, merci Benoît. On enchaîne avec le chargement des données Liloa. Donc Liloa, c'est une archive ouverte. On a collaboré avec eux dans le cadre du groupe de travail sur l'open access. Et donc on a traité des logs. Leurs logs sont de type Apache. Donc en mode serveur d'archives, c'est-à-dire qu'on utilise la directive force parser pour n'utiliser qu'un seul parseur. Ça permet principalement dans le cas des sites d'archives de faire la distinction des consultations humaines et des consultations robots. Donc on leur a créé un prédéfini et puis on a chargé un échantillon dans EasyMeasure et on leur a proposé comme classiquement un tableau de bord modèle dans un espace dédié, donc un espace dédié GTAO. Et comme l'a montré Frédéric en début de présentation, ils ont chargé pas mal de choses puisqu'ils sortent en tête des... Dans les 5 premiers. Voilà, ils sortent en tête, donc ça veut dire qu'ils ont utilisé cette configuration pour faire des chargements. Voilà. Donc ça donnera lieu à une suite, je pense, sur un retour parce qu'on va être amené à continuer.
Et je passe la main à Yannick qui va nous parler des travaux sur l'API EasyMeasure. Yop. Alors, en préambule de la commande EasyMeasure Admin dont on va parler après, donc l'API EasyMeasure s'est vu affublé d'une bonne grosse douzaine de routes dont le but est de pouvoir gérer les espaces des institutions, les espaces Kibana. Donc, pour rappel, quand une institution, enfin quand un établissement s'enregistre dans EasyMeasure, une fois qu'il est validé, on a un certain nombre d'étapes à faire manuellement de notre côté, à savoir créer un espace Kibana pour l'établissement. Dedans, il faut qu'on initialise un index et un ou des index patterns. Ensuite, il faut qu'on crée des rôles, 2 rôles en général, un pour un accès en écriture et un en accès en lecture au tableau de bord Kibana qu'on doit en plus allouer à la personne qui a créé l'établissement. Et ensuite, on a un certain nombre de tableaux de bord génériques faits avec amour par nos experts Kibana qu'on doit copier dans le nouvel espace. En sachant que tout ça, pour certains établissements en plus, on se retrouve parfois à le faire 2 fois, parce qu'on propose parfois plusieurs espaces. Donc du coup, actuellement, on a une commande EasyMeasure Admin qui nous permet de faire ça, qui est complètement décorrélée de l'API EasyMeasure. Le but de déporter ces actions sur l'API d'EasyMeasure va nous permettre du coup de centraliser les actions de gestion des espaces, d'avoir, comment je dirais ça, on va pouvoir du coup faire ces actions par différents moyens tout en gardant la cohérence des données. C'est-à-dire que potentiellement notre objectif à moyen terme, c'est ReadMetrics. Et pour faciliter l'administration dans ReadMetrics, il va y avoir comme ça la commande EasyMeasure Admin, potentiellement une interface et du coup une API documentée sur le site EasyMeasure, donc ReadMetrics plutôt, qui sera utilisable également par les power users. Donc voilà, cette API va nous permettre de faire ça et la commande est en cours du coup de modification pour pouvoir utiliser l'API d'EasyMeasure. Et je vais du coup passer la main. Ah, mais avant ça, les plus observateurs auront remarqué que effectivement, comme disait Xavier tout à l'heure, la documentation a un look très similaire, comme vous avez vu, à celle de Holdings IQ. J'en profite pour rappeler que notre documentation est basée sur un standard, donc OpenAPI. Voilà, on documente avec des choses testées, approuvées et ma foi bien pratiques. Voilà, je passe la main à Steven. Oui, donc voilà, Yannick a parlé de la commande EasyMeasure Admin. Ça fait plusieurs sprints qu'on vous en parle. Donc elle est en phase de développement et donc là elle est passée en mode, on va dire, production. Donc elle a été fusionnée avec la branche principale du projet GitHub. Ce qui a été fait, c'est on en a profité pour faire une centralisation du texte, donc de tout ce qui va être réponse de la commande, des libellés, des descriptions de commandes, de paramètres et les choses comme ça. Donc ce qui ouvre une possibilité de pouvoir avoir plusieurs traductions sur la commande. Elle est donc tout est en anglais actuellement, mais on pourrait très bien imaginer de rajouter de l'allemand, du français, de l'espagnol, d'autres langues. Donc voilà, et ça permet aussi de pouvoir maintenir facilement le texte de la commande. Ça évite de tout est centralisé à un seul endroit. Donc on peut passer à la suite. Donc comme Yannick l'a dit, il a développé des choses sur l'API EasyMeasure que la commande EasyMeasure Admin faisait. Mais ce que la commande EasyMeasure Admin faisait, c'est qu'elle communiquait avec Kibana et Elasticsearch, mais aussi avec EasyMeasure, et elle crée donc des espaces ou des établissements directement en utilisant l'API Elasticsearch. Et donc on a une perte de la cohérence des données possibles, puisque on a possiblement deux données différentes entre ce que l'API EasyMeasure fait et ce que la commande fait. Et ça permet aussi d'éviter une technique et d'avoir du code de dupliqué entre deux endroits.
Donc on peut passer à la slide suivante. Donc maintenant, ce que la commande EasyMeasure Admin fait, c'est qu'elle va communiquer directement avec l'API d'EasyMeasure, qui elle va communiquer avec l'API de Kibana et d'Elasticsearch pour tout ce qui va être création des espaces, la copie de tableau de bord, puisque Yannick l'a dit, il y a des tableaux de bord qui sont faits pour les mettre dans plusieurs espaces. C'est contraignant de le faire avec l'API d'export de Kibana, donc là on le fait depuis la commande. Voilà. Donc notamment, ça a permis, ça a surtout réduit la dette technique et ça permet d'avoir une seule interface, on va dire, qui permet ces possibilités. Ok, on passe la main à Fred et puis Thomas qui va peut-être introduire sur le reporting pour les tableaux de bord destinés aux agrégations nationales. Oui, eh bien, c'est un travail qui commence à ce sprint. Il s'agit de profiter du fait que on a maintenant plus de 60 établissements qui reversent des données EasyParse dans EasyMeasure, données qui sont homogènes entre elles, parce qu'elles sont toutes produites par des instances EasyParse. Donc elles contiennent toutes peu ou prou le même type d'information. Et donc l'idée, c'est de profiter de cette cohérence pour mettre en regard des données de plusieurs établissements à la fois. Et ce qu'on se propose de faire avec Frédéric et avec l'appui du groupe de travail indicateur, le GTI, le groupe de travail Couperin, c'est de commencer cette mise en agrégation et cette proposition de fournir des vues agrégées au niveau ESR français. Donc c'est pas tout à fait national parce qu'on a pour l'instant que 60 établissements, mais l'idée c'est de faire une première proposition, un premier embryon de proposition de rapport qui pourrait être envoyé par exemple au chef de pôle côté Couperin, aux responsables d'établissements et puis à d'autres collègues. On va voir un peu le périmètre que ça peut prendre et de fournir des vues qui sont agrégées à la plus large échelle dont on dispose. Donc pour toutes les ressources, pour tous les établissements qui utilisent EasyParse, et puis pour un certain nombre de types de ressources. Donc là, pour l'instant, on se concentre plutôt sur les accès au texte plein, au full texte, donc par le biais des articles et puis des e-books et des parties d'e-books, et pour certains formats particuliers. Et donc, on a commencé à soumettre ces premières propositions au GTI, à intégrer les premiers retours et du coup on a une version, je crois qu'on est à la version 3 maintenant. Oui, c'est ça, ouais. En fait, j'ai affiché que la version 2, mais on est en train de travailler sur une version 3 qu'on présentera à la prochaine sprint. Voilà, et puis aussi au GTI entre-temps. Et donc l'idée, voilà, c'est de faire comme on fait d'habitude, de faire une preuve de concept et puis de construire sur les retours qu'on a pour arriver à quelque chose qui est collectivement approuvé et dont on a l'assurance qui sera utile au plus grand nombre. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre des données assez haut niveau, disons. C'est-à-dire, dans un rapport comme ça, on ne peut pas se permettre de donner accès à trop de détails. Et il faut trouver un équilibre entre pas assez de détails et trop de détails pour que ce qu'on envoie puisse quand même servir de thermomètre, disons, mois après mois, de ce qui se passe du côté des usages des ressources électroniques par nos établissements de l'ESR en France. Et donc, on a des blocs de visualisation assez classiques et puis un bloc d'explication qui donne des informations sur les données qui sont affichées. Et on se donne comme objectif de fournir assez d'informations pour qu'un rapport comme ça ne masque pas des phénomènes ponctuels qu'il faut avoir en tête pour pas faire de contresens ou de faux sens dans les données qu'on reçoit, puisqu'on sait maintenant d'habitude que la mise en forme graphique des données a tendance à provoquer un peu une mise sous silence de l'esprit critique et qu'il faut absolument pouvoir conserver quand on a accès à des données comme ça, sans quoi on fait des erreurs d'interprétation ou alors on se pose des questions qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Donc là, pour dire un peu ce qui nous est arrivé aux premiers envois, on a un établissement qui s'est retrouvé dans le tiercé de tête en termes d'usage, un petit établissement,
Et en fait, il y a eu un pic de consultation frauduleux pour cet établissement ce mois-là, en mai. Et du coup, donc la mise en place de ce reporting nous a permis déjà de diagnostiquer qu'il y avait eu un pic de consultation frauduleux dans un établissement donné, et puis de nous poser la question de, par exemple, de donner dans ces vues-là déjà la possibilité à certains établissements, à certaines institutions, de regrouper certains de leurs usages sous une étiquette commune, ou au contraire de les éclater en plusieurs étiquettes. Donc on est en train de travailler à ces mécanismes-là. Voilà, c'est un travail qui commence à peine et dont on a d'abord l'espoir que ce sera utile, et puis aussi l'impression que ça permettra de faire rentrer dans ce dispositif des établissements qui jusqu'à présent s'en étaient tenus un peu éloignés par la force des choses. Donc le fait d'envoyer ces rapports, ça permet de reprovoquer une prise en main du dispositif et de se reposer des questions dont on se rend compte rapidement que les prendre en charge, ça permet de renouer le lien avec des collègues qu'on avait parfois un peu perdu de vue. Fred, je suis désolé, j'étais un peu bavard. Est-ce que tu veux rajouter des choses que j'aurais oublié de mentionner? Non, c'est bien. Je pense que la prochaine fois qu'on présentera la version 3, justement, on tiendra compte des commentaires qu'on a reçus, et notamment au niveau graphique. Et justement, sur une des vues où par exemple, où on voyait plus des index, et donc ça ne permettait pas d'avoir une vue catégorisée des universités, de BIPCNRS par exemple, et de l'INSERM, puisqu'on voyait les index des différents portails de BIPCNRS. Ça donnait pas un total global, par exemple, de BIPCNRS, et c'était pas très lisible au niveau reporting. Voilà, donc c'est toutes des choses comme ça un peu techniques qu'on pourra évoquer la prochaine fois. Je vais continuer, je vais enchaîner justement avec les modèles de tableaux de bord génériques qu'on a mis en place. Donc ce sont pour la plupart des V2, puisqu'il existait déjà un tableau générique qui existe depuis déjà un moment, qu'on charge automatiquement lors de création d'espaces EasyMesure. Donc ce travail, c'est un petit peu un travail en amont de ce que fait actuellement Steven et Yannick, notamment pour la commande EasyMesure Admin, et puis la gestion donc des espaces. C'est la possibilité d'intégrer directement dans des nouveaux espaces des modèles de tableau de bord. On s'est rendu compte que nos partenaires ont besoin d'avoir ces modèles, puisque c'est pas forcément évident de se lancer, mis à part Xavier qui s'est mis à fond dedans et qui maintenant maîtrise à fond les tableaux de bord. Nos partenaires, on s'est rendu compte qu'ils avaient besoin de beaucoup de support et beaucoup d'aide, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, du temps à dégager pour travailler sur des tableaux de bord. Donc on crée des tableaux de bord modèles pour leur donner l'envie de les modifier, de les mettre, de les agrémenter à leur sauce à eux. Donc c'est pour ça que là on a 4 nouveaux modèles. Donc tableau générique V2, un tableau d'aide à la certification qui a servi justement en cas d'usage pour la certification des plateformes du CNRS que je vous ai présenté tout à l'heure, et puis un nouveau tableau qui est un tableau bouquet éditeur, qui est focalisé sur un éditeur précis et sur une liste de titres de revue, car ça peut vraiment servir aux négociateurs. Donc toutes des petites choses comme ça avec des filtres pré-programmés qui peuvent aider justement faciliter la prise en main des tableaux de bord dans EasyMesure. Donc voilà, tout ce travail-là est disponible dans un article de blog que vous pouvez retrouver sur le blog EasyParse. Et puis si vous êtes intéressé par ces tableaux de bord dans votre espace, parce que c'est pas simplement pour les nouveaux, mais aussi pour les espaces existants, vous contactez l'équipe et on se fera un plaisir de vous les charger dans votre espace. Merci Fred. Et donc on aborde la dernière section, la section Read Metrics, et c'est Thomas qui va nous parler un peu de nos interactions avec EOSC, si tu veux bien, Thomas. Oui, volontiers. Alors, EOSC Pilar, c'est un appel à projet européen qui prend un peu la suite de OpenAir. Et on a répondu à un appel à participation pour intégrer le catalogue de services que EOSC Pilar se propose de mettre en place, et qui va proposer un
un catalogue de services aboutis dans le sens de la maturité technique, et du coup de se retrouver intégré à une vitrine de services aux chercheurs. Donc c'est plutôt orienté service à la recherche à l'échelle européenne, et ça expose des services de type très divers. Donc la première question qu'on s'est posée en répondant à cet appel à partenariat, c'était celui de savoir si on était bien à la bonne place. Donc en fait, on a eu 3 rendez-vous successifs avec les collègues disséminés en Europe qui s'occupent de ces projets et infrastructures-là. Et au cours de ces 3 occasions, on a été rassuré sur le fait que ReadMetrics, un service comme ReadMetrics, avait tout à fait sa place dans cet écosystème. Et on a récupéré les informations qui nous ont permis de nous projeter dans le fait de présenter ReadMetrics de façon formelle avec les informations demandées et puis le type de service à fournir pour pouvoir entrer dans le cadre de ce catalogue. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui parce qu'on a déjà dépassé l'heure de présentation, mais on aura une réponse officielle à la fin du mois, là, en juin, avant l'été, pour savoir si on fait bien partie des services retenus. Je pense pas vendre trop la peau de l'ours en disant que ça devrait bien se passer. Ce qui nous attend derrière ça, donc derrière la validation, le feu vert, c'est le fait de mettre en place une instance locale de ReadMetrics, donc la concaténation d'EasyParse et d'EasyMesure sur une machine dédiée, pour pouvoir proposer, comme ce qu'on fait déjà avec l'instance de démonstration d'EasyParse, une instance publique de ReadMetrics dans laquelle on pourra, alors il va falloir qu'on discute un peu plus en détail de ce qu'on va proposer dedans, mais l'idée c'est de permettre à des collègues extérieurs au contexte ESR français un outil dans lequel ils peuvent déjà naviguer, dans lequel ils peuvent déjà manipuler des données d'usage, ou même voir renverser des données d'usage qu'ils auraient produit avec l'EasyParse qui est mis à disposition sur la base de leur log, et puis accéder à des tableaux de bord qui correspondent à ces données d'usage générées par un EasyParse. Et donc l'idée c'est d'arriver à montrer la facilité, disons, de l'utilisation, de la prise en main et de l'utilisation d'un dispositif comme ReadMetrics. Donc on prendrait en charge la partie installation, paramétrage pour cette instance publique, avec l'idée qu'une fois que cette instance publique devient accessible et qu'elle est exposée dans un catalogue de services officiels porté par EOSC, nous on bénéficie d'une plus grande visibilité à l'échelle au moins européenne et voire internationale pour notre service ReadMetrics et pour notre recherche de partenaires extérieurs à la France qui continue, qui a commencé ces derniers mois et qui va évidemment continuer. Donc il nous semble que EOSC est un bon moyen de dissémination de nos outils, et on espère pouvoir se mettre en ordre de marche pour répondre à ce besoin et à cet objectif qu'on se fixe. Dominique, tu veux rajouter quelque chose ? Oh non, t'as très bien détaillé les choses. Effectivement, moi aussi j'ai le même sentiment, c'est que ça risque d'être positif. Après, il faudra mettre en place, comme tu le disais, ce serveur de test, et puis bien définir ce qu'on met dedans. Donc merci Thomas, on passe à la suite en parlant de nos prochains rendez-vous. Donc là en fait, bon effectivement cette revue de sprint a été assez dense, mais c'est classiquement le cas juste avant les vacances, parce qu'on a beaucoup de choses à dire avant de partir en vacances. La prochaine, ça sera après les vacances, donc ça sera en septembre. On vous invite à consulter la nouvelle rubrique rendez-vous avec les supports, les webinaires dont a parlé Frédéric. Il y a à la fois les rendez-vous à venir et il y a aussi les replays disponibles.
La prochaine réunion GTI, ça sera le 6 juillet, et puis on proposera des webinaires thématiques, donc là au 4e trimestre 2021, qui vous aideront à prendre possession des différentes fonctionnalités qu'on vous proposera après les vacances. Donc exemple, mettre à jour les coordonnées organismes dans e-mesure, des choses dont on a déjà parlé, mais là quand il faudra vraiment les mettre en œuvre, on vous proposera des webinaires. Je passe rapidement aussi sur la ligne de vie. Donc là, vous voyez concrètement qu'il va y avoir un trou pendant les vacances. On a livré le reporting Vega, le MVP sur le reporting Vega. On est en attente de nos nouvelles machines EasyMesure, ce qui ne saurait tarder, ce qui nous permettra de livrer toutes ces nouvelles fonctionnalités dont on vous parle depuis un bout de temps. Voilà. Je repasse la main à Frédéric qui va nous parler des formations. Micro. Oui, on t'entend pas. Enfin, moi, j'entends pas en tout cas. C'est bon là? Oui. Donc, pour finir la sprint je vais reparler à nouveau des supports mutualisés, donc qui ont beaucoup de succès auprès des utilisateurs. Donc, on est très content de ces retours positifs. Le prochain support, c'est le 5 juillet, donc il est complet. Malheureusement pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire. Mais à partir du mois de septembre, donc on va après donc le 6 septembre, on aura à nouveau des supports puisque toutes les dates sont déjà pré-programmées dans la page rendez-vous du blog EasyParse. À savoir que le format va changer, va évoluer, puisqu'on s'est rendu compte que le format de 90 minutes était un petit peu juste parfois lorsqu'on est à 10 lors de ces support. Donc on va passer à 2 heures à partir de la rentrée, et donc on vous tiendra au courant des prochains thèmes abordés à partir donc de septembre 2021. Et puis progressivement on augmentera les durées jusqu'à atteindre 6 ou 7 heures d'atelier, je pense. Là ça sera du présentiel, je pense. Non, mais c'est vrai qu'on s'est parfois trouvé pris par le temps en commençant à 10h30, et du coup vers midi et quart, midi et demi, on voit que souvent les collègues midi et quart, décrochent. Nous on décroche aussi petit à petit, et du coup on s'est dit qu'on allait peut-être commencer un peu plus tôt pour avoir un peu plus de marge avant midi. C'est vrai.